l'idée du sur-mesure, c'est vraiment, d'abord, ça s'adresse le plus fréquemment à des professionnels déjà en poste, donc déjà avec une expérience. Et puis, c'est l'idée de pouvoir partir justement de là où ils en sont eux, de là où ils en sont, et de pouvoir les accompagner dans leur réflexion avec peut-être aussi la revalorisation de leur créativité, de leur potentiel créatif, parce que tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées. Après, les personnes ne se sentent pas forcément suffisamment confiantes dans leurs connaissances, dans leurs acquis, pour pouvoir justement proposer ces idées. Donc, et puis les mettre en place. Et puis il y a toute la question aussi du travail d'équipe et de la concertation nécessaire dans une équipe, qui fait que voilà, chacun individuellement peut avoir des idées qui sont bonnes, mais comment faire pour voilà, être dans une négociation au sein de l'équipe qui permet que déjà la prise en compte de la parole de chacun puisse être effective, et ensuite qui se mettent d'accord sur des manières d'agir cohérentes vis-à-vis justement de tous ces choix et toutes ces décisions auxquelles ils sont confrontés. Madame Untel qui sort en permanence de l'institution, est-ce qu'on lui court après, est-ce qu'on l'attache à son lit, est-ce qu'on lui met un bracelet GPS, voilà, est-ce qu'on met des portes codées, enfin bon, tout ça, toutes ces questions-là auxquelles vraiment ils sont confrontés quotidiennement. Voilà. Toutes les exigences aussi, je pense qu'il y a aussi une grosse réflexion à mener avec les équipes autour de l'organisation du travail, puisqu'il y a on s'aperçoit quand on est un petit peu extérieur à une institution que beaucoup de difficultés quotidiennes relèvent parfois de simplement une organisation du travail qui pourrait être différente. Mais là, évidemment, si on s'adresse qu'au personnel, je dirais, moi je les appelle souvent les de première ligne, hein, ceux qui sont confrontés directement et qu'on n'a jamais affaire aux encadrants et aux instances hiérarchiques, on ne peut pas agir sur cette organisation du travail par le seul biais de ces professionnels de première ligne. Et je pense par exemple à tout ce qui est de l'organisation des toilettes, de l'organisation des repas, enfin, etc. Évidemment, on peut toujours dire en formation qu'il il est préférable de prendre le temps pour donner le repas à une personne, pouvoir s'installer en face à face avec elle, assis à ses côtés, et pouvoir être dans une relation beaucoup plus humaine mais dans les fêtes, quand elles ont 3/4 d'heure pour donner à manger à 6 personnes totalement dépendantes d'elles pour les nourrir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a encore des personnes qui donnent à manger à 2 personnes en même temps, une cuillère pour l'un, une cuillère pour l'autre, enfin bon, dans des conditions vraiment pas optimales. Et elles savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'organisation, mais elles ne sont pas suffisamment décisionnaires pour le faire. La formation doit vraiment entrer dans un ensemble concerté et discuté, pour que ce que l'on apporte ne soit pas soit véritablement un plus par rapport au quotidien des professionnels et donc des malades, bien sûr, hein, et pas quelque chose qui est comme une injonction à faire mieux, alors que de toute façon elles ne seront pas en possibilité de le mettre en pratique. Je dis elles, j'ai tort, mais c'est vrai qu'on a quand même affaire à des personnels essentiellement féminins, mais il y a quand même quelques messieurs. Donc voilà, ça c'est des questions qui me préoccupent, puisque c'est vrai que c'est... voilà, quand des stagiaires me renvoient l'idée que voilà, j'ai l'air loin du terrain quand je leur parle, je me dis là il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Parce que il me semble que le terrain, c'est justement de mon expérience de terrain sur laquelle je m'appuie beaucoup pour animer ces formations. Et donc voilà, je parle beaucoup aussi en référence à cela, et quand on me perçoit comme très éloignée du terrain, je me dis il y a un décalage là qu'il faut pouvoir combler. Et
Et il me semble que ça peut justement être comblé dans la préparation de la formation et dans voilà, l'élaboration d'un programme de formation, d'une durée de formation, enfin, et dans l'engagement aussi des stagiaires en formation. C'est-à-dire, il m'arrive encore trop fréquemment d'avoir des personnes en face de moi qui n'ont pas choisi d'être là, qu'on a envoyées. Voilà, manu militari. Et en plus, on leur dit, si vous n'assistez pas à la formation, vous ne serez pas payé. Donc, voilà, avec une espèce de sanction aussi à la clé. C'est important pour ces professionnels de se sentir soutenus par leur hiérarchie, accompagnés par leur hiérarchie et vraiment, oui, enfin, regarder avec beaucoup de bienveillance, puisque tout ce qu'elles font remonter comme difficulté, si elles ne sont pas entendues, ou si on leur dit bah, allez en formation, ça ira mieux après, c'est pas des réponses adaptées à mon sens. Enfin, sur ce mode-là. Après, bien sûr que la formation peut apporter un plus, mais il faut qu'elle soit un peu préparée. Il faut que ces professionnels aussi puissent dire là où ils rencontrent le plus de difficultés. Qu'est-ce qui... Voilà. Et puis, pas être non plus condamnés trop vite quand ils ont des mouvements aussi, des attitudes de protection pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en effet, des situations, je pense à des professionnels qui interviennent à domicile et qui sont confrontés à des malades qui vivent seuls, avec une famille parfois éloignée géographiquement, pas forcément... pas présente, mais en tout cas éloignée géographiquement, donc avec peu de contact avec la famille, et puis des familles peut-être qui ne se rendent pas forcément compte de la situation précise de leurs proches, et voilà, et des professionnels qui se disent mais du coup qu'est-ce qu'on fait quoi? Moi je pars, je ferme ma clé derrière moi, donc j'enferme la personne chez elle, et je suis pas bien avec ça. Mais je ne vois pas comment je peux faire autrement. Je ne vois pas quelle autre solution je peux trouver. Et là, évidemment que ce n'est pas au niveau du professionnel tout seul que les choses peuvent se résoudre. Et bien sûr que ça engage et l'association qui l'emploie, enfin la structure qui l'emploie, et la famille, et la personne aussi, bien sûr. Hein. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail de collégialité entre toutes ces instances, hein, les professionnels, les familles, les personnes et les employeurs, qui ne se fait pas. Et donc la formation seule ne peut répondre à tout, quand elle s'adresse qu'à une partie de ces instances, elle ne peut donner de solution efficace. Un centre de formation pour lequel je travaille a été justement, comment dire, sélectionné, enfin c'est pas le bon terme, mais bon, et cofinancé par la CNSA et le Conseil général du Val-de-Marne pour mettre en place des formations qui s'adressent à la fois aux aidants familiaux et aux aidants professionnels pour justement permettre une meilleure connaissance déjà des uns vis-à-vis des autres, pour lever aussi un petit peu toutes ces... ces a priori que les uns peuvent avoir sur les autres, hein, entre les intervenants à domicile font pas ce qu'on leur demande, et puis les familles veulent pas, enfin, ne nous laissent pas s'occuper de leurs proches, ils nous font pas confiance, enfin, etc. Bon. Donc voilà, tous ces discours qu'on entend un peu partout, c'est évidemment par la rencontre et par la discussion aussi avec un tiers médiateur et neutre, et puis qui peut quand même apporter aussi des éléments de connaissance, ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Il y a eu une première expérience tout à fait expérimentale qui a été menée, et puis là, donc, ce centre de formation a obtenu des financements pour pouvoir continuer l'expérience, donc sur une communauté de communes et donc différentes structures employeurs, donc des CCAS, des associations d'aide à domicile et puis des aidants familiaux. La difficulté, c'est de pouvoir réunir tout ce petit monde-là. C'est-à-dire qu'en effet, ça demande un énorme travail d'organisation et
de sollicitation, notamment pour les aidants familiaux qui sont un peu plus difficiles à mobiliser. Non pas qu'ils veulent pas, mais il y a beaucoup de difficultés d'abord pour eux pour être disponibles, beaucoup de réticences. Beaucoup d'aidants familiaux sont eux-mêmes relativement âgés quand ils s'occupent de leur conjoint par exemple. Et donc c'est difficile de leur permettre d'être disponibles une demi-journée entière. Et puis sur plusieurs séances en plus, parce que c'est bien sûr des engagements sur pas du long terme, mais du moyen terme en tout cas. Donc ça, c'est une difficulté. Voilà, donc après, on peut aussi, même quand on s'adresse au public séparément, on peut aussi les sensibiliser justement sur l'importance de pouvoir aller à la rencontre des autres intervenants ou des autres partenaires, même informels. Mais là encore, ça demande vraiment une organisation, une volonté des structures employeurs qui soit forte et qui soit bien marquée. Donc ça veut dire, voilà. Et par contre, des formations où on s'adresse à la fois au personnel, je dirais, de première ligne et puis à leurs encadrants, ça se trouve aussi. Voilà. Donc avec différents niveaux hiérarchiques dans une même formation, on arrive à le faire. Mais justement, on arrive à le faire quand il y a une demande qui vient, voilà, on est sollicité pour tel type de formation. Et puis, dans le cadre de la formation continue, si on peut intervenir sur site, on peut éventuellement faire une analyse de la demande déjà sur le site même, et puis faire une proposition qui permette de prendre en considération justement les difficultés identifiées. Mais là aussi, ça demande une ouverture de la part des encadrants qui sont prêts à réinterroger leurs propres pratiques et pas seulement à essayer d'améliorer les pratiques de leurs salariés qu'ils jugent peut-être pas aussi performantes qu'ils le souhaiteraient. Donc c'est vraiment un travail systémique, j'ai envie de dire, sur une institution, c'est un système, et donc on peut essayer d'agir sur un point du système pour faire bouger l'ensemble, mais c'est quand même mieux quand on a plusieurs points d'articulation pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, il y a cette expérience dont je vous parlais, donc, où on parle de formation des aidants avec des professionnels. Donc ça, c'est une chose. Et puis sinon, là, j'ai eu justement l'occasion de faire une formation des aidants familiaux sur 4 demi-journées, pareil, qui étaient donc en discontinu. Et donc c'est tout frais puisque c'était hier la dernière. Et toujours pareil, mais dans les réactions à chaud de ces aidants. Donc c'était sur très peu de temps, 4 demi-journées, c'est très court, donc c'était vraiment axé, mais j'avais pu le construire et le proposer comme ça, sur une sensibilisation en fait des aidants à d'abord pouvoir identifier eux leurs besoins et aussi toutes les compétences qu'ils développaient à devenir aidants, pouvoir avoir des informations et sur la situation de la personne qu'ils aidaient et sur les droits éventuellement, etc. Avoir aussi des informations techniques sur le matériel dont ils pouvaient éventuellement disposer, les technologies qui peuvent faciliter le rôle de l'aidant et aussi la situation de la personne aidée. Donc donc vraiment 4 demi-journées vraiment de sensibilisation, etc. Et quand même, ce qui était intéressant à la fin, c'est que certains ont dit ce serait bien qu'on puisse avoir après, par la suite, d'autres formations plus pointues sur justement un des aspects peut-être
qu'on a survolé mais qu'on n'a pas abordé. Alors beaucoup ont demandé justement d'approfondir et d'avoir une formation sur la communication avec une personne ayant des troubles cognitifs. Voilà, la manière de présenter les choses, d'aborder, de pouvoir justement recueillir l'avis des personnes, puisque ça c'est vraiment une difficulté qu'ils éprouvent aussi. Non pas qu'ils ne veulent pas demander l'avis de leurs proches, mais qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour recueillir un avis qui leur semblerait en plus, comment dire, juste, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'en effet, ils disent, mais moi je lui pose une question, il me dit oui la première fois, la deuxième fois il me dit non, et donc je ne sais pas ce qu'il veut au bout du compte. Donc voilà. Donc des choses là-dessus, et puis aussi ils ont demandé éventuellement des formations sur la manière de gérer administrativement tout ce que la maladie et l'avancée en âge peut, voilà, donc entre les dossiers d'APA, comment dire, les demandes aussi qu'ils peuvent faire auprès des associations, par exemple d'aide à domicile, entre le mandataire, le prestataire, enfin voilà, savoir être mieux à même de pouvoir gérer ça au quotidien. Voilà. Parce qu'ils sont tout à fait disposés à le faire, mais c'est vrai que parfois c'est un véritable parcours du combattant, c'est difficile pour eux. Alors bien sûr, ils ont les aides, des clics et tout ça, mais c'est après, quand ils veulent prendre les choses en main par eux-mêmes, et beaucoup sont disposés à le faire, voilà, ils ont envie de pouvoir mieux s'y repérer dans tout ça. Donc voilà, et puis aussi sans doute des formations, là il n'y en avait pas beaucoup dans le groupe, mais ça m'est arrivé d'autres fois, où les aidants aussi demandent à pouvoir justement apprendre à aider par exemple leurs proches à se mobiliser, etc. C'est-à-dire qu'on apprend gestes et postures à tous les professionnels en disant il ne faut surtout plus que les professionnels aient mal au dos. Et puis on n'apprend pas aux aidants familiaux à le faire. Or, beaucoup sont seuls le week-end avec la personne aidée. Et si on ne leur apprend pas à utiliser le lève-personne, le lit médicalisé, à aider à un transfert, etc., eux, ils continuent à se faire mal au dos. Donc, il n'y a peut-être pas de raison de donner un savoir aux uns et pas aux autres. Voilà. Après, bien sûr qu'il n'est pas question de transformer les aidants familiaux en professionnels, mais de leur donner quand même des clés et des outils pour pouvoir faciliter leur aide, leur fonction d'aidant. Il me semble que c'est justifié. Et puis aussi, voilà, beaucoup ont dit là, à l'issue de cette formation, que ce qui leur avait apporté de plus, c'était aussi de prendre conscience qu'il fallait cheminer, se donner le temps de cheminer, et donc préparer les choses, peut-être anticiper parfois, et donc pour pouvoir préparer, voilà, et envisager par exemple, on a abordé la question de la tutelle et de la protection juridique des personnes, et en effet c'est un sujet qu'on n'aborde pas si facilement en famille, mais voilà, beaucoup ont dit c'est vrai que quand même ça vaut la peine de s'interroger tant que la personne peut encore exprimer son avis, pour lui demander ce qu'elle souhaite pour l'avenir, quoi, par rapport à ça. Et donc beaucoup ont pris conscience de ça, et donc ça a été un des points qui a été noté comme important pour eux. Face aussi à ces malades qui présentent donc des troubles cognitifs, des troubles du jugement, enfin de tout ça, on est aussi, beaucoup de personnes ont des idées et des représentations aussi sur comment on doit faire, quoi, avec notamment cette tendance très sécuritaire qu'il faut protéger les personnes, y compris malgré elles, puisqu'elles ne se rendent plus compte de ce qui peut leur arriver, et avec je dis pas que c'est pas justifié parfois, hein, mais tout ça, ça se nuance et ça se gradue, je pense, en fonction justement des situations très, très spécifiques, hein, puisque chaque personne peut démontrer justement d'une certaine capacité à évoluer dans un univers familier, et puis par contre voilà, enfin, des difficultés donc la notion de danger, elle se réévalue au fur et à mesure qu'on connaît la personne,
Et donc, voilà, c'est aussi ça et je pense que ce travail de graduation, justement, de l'intervention et de réinterrogation de la mise en place initiale, il ne se fait pas suffisamment. Alors, sans doute par manque de temps, manque de personnel, beaucoup de contraintes administratives, enfin bon, tout un tas de choses. Et puis des injonctions paradoxales aussi, hein, entre, voilà, il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit aux personnes, sinon vous serez responsable, et puis il faut respecter le désir de chacun. Donc ça, c'est très compliqué, hein, à gérer. Et je pense que ça ne peut se gérer que collectivement. Et la formation, elle doit pouvoir apporter des éclaircissements aux différents professionnels et aux différentes organisations. Et pas, mais en effet, elle doit aussi permettre aux professionnels non pas d'avoir des réponses standardisées, mais de construire des réponses adaptées. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je me souviens par exemple d'une formation qui avait eu lieu donc, sur site, donc dans un établissement type EHPAD, avec donc l'équipe au complet. Donc il y avait les aides-soignantes, l'infirmière, les maîtresses de maison. Enfin, c'était voilà, un statut dans ces établissements-là. Et en effet, où on avait pu déjà travailler sur un temps de formation suffisamment long, à savoir que c'était plusieurs journées, mais pas plusieurs journées consécutives, c'est plusieurs journées avec des intercessions aussi. Et ça, c'est très intéressant aussi, de pouvoir laisser les professionnels cheminer pendant l'absence du formateur, et puis après revenir pour pouvoir justement continuer le chemin. Et c'est très intéressant de pouvoir travailler sur le lieu même des professionnels, puisqu'on se rend compte des contraintes aussi de l'environnement. Voilà, l'architecture, comment sont conçus aussi les établissements, la taille des chambres, les emplacements, enfin, et voilà, et puis toute l'organisation, quand on passe une journée sur un lieu comme ça, parce qu'en plus pendant la formation, évidemment, le travail ne s'arrête pas, donc l'établissement continue à vivre, donc on perçoit bien aussi voilà, ce qui s'y passe, et donc ça permet justement d'interroger les personnes aussi sur des choses extrêmement précises. Vous voyez, regardez là, qu'est-ce qui se passe exactement, et est-ce qu'on pourrait faire autrement, est-ce que ça vous semblerait justifié qu'on fasse autrement, etc. Et du coup, voilà, ils réfléchissent à partir vraiment de leur situation concrète et quotidienne, et donc là, c'est vraiment là que c'est le plus bénéfique, la formation, puisqu'ils se disent, en effet, on a toujours fait comme ça, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis on va essayer, et puis voilà, et puis souvent ils essayent autre chose et ils s'aperçoivent que ça marche. Parfois aussi, ils n'ont pas, comment dire, ils n'imaginent pas comme possible certaines choses. Je me souviens par exemple, donc ces professionnels qui parlaient d'une dame qui déambulait énormément et qui... alors le discours des professionnels, c'était elle nous prend le linge sur les chariots, quand on met la table, elle passe derrière nous, elle débarrasse tout, enfin, etc. Et voilà, et l'idée, ça a été, mais est-ce que vous avez songé à l'associer au fait de mettre la table en lui donnant peut-être, je sais pas, la responsabilité de déposer les serviettes sur les assiettes, par exemple, tout ça. Ah, mais on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Parce que on n'a pas le droit de faire travailler les gens quand ils sont en maison de retraite, enfin, etc. Et donc, voilà, de là s'est engagé tout un échange avec aussi voilà, les instances hiérarchiques, et puis se dire pourquoi on n'essaierait pas, hein? Voilà. Donc c'était toutes ces questions-là qui viennent et qui finalement trouvent des solutions relativement simples. Mais la solution, elle n'est efficace que lorsque c'est l'équipe elle-même qui la construit et qui la met en place. Arriver avec des solutions toutes prêtes, clé en main, moi je n'y crois pas. Je crois aussi qu'il y a le poids des représentations
qu'on a sur les malades et sur la maladie et sur et là, justement, on en arrive à des éléments de connaissance. C'est-à-dire que beaucoup de personnes s'imaginent que quand même parler à ces malades, ça ne sert pas à grand-chose parce que, enfin, je caricature un peu, hein, évidemment, j'exagère, mais quand même, enfin, ça arrive. Voilà, leur parler ou leur demander leur avis, etc., ça ne sert à rien puisqu'ils ne sont pas en capacité de répondre. Il faut les protéger à tout prix, y compris malgré eux. On ne peut pas, ils sont pas en capacité de dire s'ils apprécient ou s'ils apprécient pas. Ils sont agressifs, ça beaucoup. Ça on le retrouve vraiment. Voilà, la maladie d'Alzheimer et apparentée rend les gens agressifs. C'est perçu comme un symptôme de la maladie et non pas comme une conséquence peut-être de tout ce qui tourne autour de la maladie. Et ça, c'est aussi, je dirais, un des premiers temps de la formation et des premiers axes de travail, c'est de déconstruire toutes ces représentations, toutes ces croyances, toutes ces superstitions qui tournent autour de la maladie et des malades. Et ça aussi, c'est un gros boulot. Donc ça veut dire aussi que ça nécessite un cheminement dans la tête des personnes. Et donc, le temps de formation est aussi quelque chose d'important. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément des journées et des journées de formation, mais il me semble qu'un premier temps de formation où on puisse faire ce travail de déconstruction, un petit peu, de toutes ces certitudes qui tournent autour de la maladie et des malades, et puis de tout ce qu'on entend. Il faut voir aussi quand même comment toutes ces pathologies sont médiatisées et ce on voit et on lit tout et n'importe quoi. Donc les professionnels comme les autres. Et donc, voilà, laisser le temps de déposer tout ça, de faire un petit peu cheminer pour après repartir sur peut-être d'autres bases, c'est-à-dire retrouver un regard neuf aussi pour les professionnels. Voilà. Je parlais tout à l'heure de la protection aussi des professionnels envers eux-mêmes. C'est aussi justement standardiser les malades, c'est-à-dire voir au travers d'un malade la même chose que chez le malade précédent, etc. C'est une manière de se protéger aussi. C'est-à-dire c'est une manière oui, alors ça nuit considérablement évidemment à l'approche humaine, mais c'est une manière pour eux de tenir dans la durée. Ça aussi, c'est quand même une des composantes importantes de la formation, c'est permettre aux professionnels de tenir dans la durée. Donc, avec justement une réflexion possible. Et c'est vrai que si le travail n'est pas soutenu par une réflexion d'équipe, par des concertations, par un dialogue, eh bien, tous ces professionnels, ils n'ont aucun espace pour déposer tout ce qu'ils vivent. Et donc la formation est un de ces espaces. Et puis sinon, ils ramènent tout ça à la maison et c'est pas forcément salutaire ni pour eux ni pour leur entourage. J'entends aussi parfois beaucoup de professionnels du domicile qui disent mais là on arrive aux limites du domicile, c'est plus possible, il faut que cette personne entre en institution, etc. Et là c'est compliqué pour les professionnels de pouvoir accompagner aussi le passage en institution. Parce qu'il y a aussi, ce qu'on rencontre, c'est quand même tout le discours aussi que peuvent avoir les professionnels du domicile sur l'institution et les professionnels institutionnels sur le domicile. Là aussi, il y a des rencontres à faire et des passerelles à faire. Et donc, voilà. Alors, faudrait peut-être multiplier justement les expériences qui font que des professionnels puissent travailler à la fois en institution et à la fois au domicile, avec une circulation comme ça entre les deux pour peut-être mieux comprendre aussi les enjeux de l'un et de l'autre. Mais c'est vrai que pour les professionnels du domicile, majoritairement, c'est encore à l'institution, c'est l'horreur, c'est horrible, etc. Donc parfois, ils vont tenir dans des conditions extrêmement précaires à domicile pour que la personne ne soit pas orientée vers une institution
qu'ils considèrent comme une catastrophe. Je pense que la spécificité, elle tourne beaucoup justement autour de ces questions éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, le respect du désir de la personne, la concertation avec la personne, jusqu'où, comment, enfin, etc. Comment ne pas trahir la personne dans ses choix et dans ses désirs et être respectueux malgré tout de ce que demande la famille ou de ce que... Donc c'est beaucoup des choses comme ça, donc c'est peut-être plus comment dire, plus sensible en tout cas. C'est des questions plus sensibles. Voilà, je ne sais pas si c'est plus fin ou plus en profondeur, ça je ne saurais pas dire, mais voilà, en tout cas c'est des choses qui les bouleversent quelque part. Voilà, où ils sont vraiment dans une et qui les questionne. Mais bon, c'est toujours pareil. Il me semble aussi que la formation, quand elle arrive au moment où les professionnels se questionnent sur ces sujets, elle arrive au bon moment. Parce que c'est là, c'est quand, à partir du moment où on se pose une question qu'on peut être amené à élaborer des réponses. Si on ne s'en pose pas, c'est pas la peine. Bon, alors parfois, la formation peut avoir cet effet de justement susciter le questionnement. Mais quand elle ne fait que susciter le questionnement, le risque, c'est qu'elle soit très déstabilisante et du coup que les professionnels repartent avec tellement de questions et puis pas de pistes d'élaboration de solutions que ça leur est difficile. Donc là c'est compliqué. Et par contre, quand on a le temps à la fois d'élaborer ce questionnement, de le mettre en forme et de faire un peu le tri de tout ce qui leur vient et puis de lancer des pistes, de les aiguiller un peu dans des pistes de réflexion, là je pense qu'on a gagné. Après l'idéal c'est en effet, il me semble que l'objectif du formateur c'est de se dire quand l'équipe n'a plus besoin de moi c'est bien, hein. Donc que les équipes puissent cheminer aussi par elles-mêmes. Donc c'est ça aussi qui peut-être fait que quand on n'a pas de retour, parfois on peut se dire c'est que ça va pas si mal. Mais ça nous arrive de recontacter les gens au bout de quelques temps et de leur dire alors